2000 amendements déposés, c'est l'une des réformes les plus sensibles du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le calendrier s'accélère pour le projet de loi bioéthique avec la fin des auditions ce lundi. Début d'examen des 32 articles dès demain par les députés membres de la commission spéciale. Le texte sera ensuite présenté en Conseil des ministres, puis examiné au Parlement. On en parle avec Olivia Knitel. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste. Vous détaillez dans un livre PMA pour mon amour. J'ai fait un bébé toute seule. Vous détaillez les 3 années de parcours du combattant, dites-vous, durant lesquelles vous avez lutté pour avoir 2 filles. Avec nous également Jean-François Delfraissy, soyez le bienvenu également. Vous êtes le président du Conseil consultatif national d'éthique. Vous êtes sur ce plateau parce que 80% de ce projet de loi émane de vos préconisations. Olivia Knitel, on commence avec vous. Vous avez commencé les traitements pour une PMA vers 38 ans. Vous avez accouché de votre première fille à 41 ans, de la deuxième à 48 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour d'avoir recours à la PMA ? Eh bien, tout simplement parce que j'arrivais à un âge où ça devenait un petit peu critique. Si je voulais devenir maman, il fallait que je me dépêche. L'horloge biologique était enclenchée. J'avais pas d'amoureux à l'époque. Je ne voulais pas prendre un monsieur dans une soirée et lui faire un bébé dans le dos. C'était pas ma façon de voir la chose. Donc, j'ai préféré être claire, honnête et tenter une PMA à l'étranger. Donc, j'ai choisi le Danemark qui permettait d'avoir des donneurs ouverts. Donc, c'était très important pour moi de pouvoir avoir un donneur ouvert. C'est quoi un donneur ouvert ? Alors un donneur ouvert, c'est un donneur qui a accepté d'être contacté à la majorité de l'enfant par l'enfant lui-même pour qu'il ait accès à ses origines. C'est vrai qu'au Danemark, on peut choisir non pas l'homme, le donneur, mais le bébé. Si, vous pouvez choisir dans une database, vous pouvez choisir le donneur que vous voulez, vous mettez vos critères. Pour moi, c'était le donneur ouvert qui était le plus important. Et après, vous pouvez choisir. Alors, il y a des gens qui sont toujours à vous dire, oui, voilà, vous choisissez dans un catalogue d'aspirateurs. Moi, je réfute tout ça parce que je trouve qu'on a le droit de choisir le patrimoine génétique et le père biologique de son enfant comme on choisirait son futur mari ou son amoureux. Ouais. Voilà. Alors, le projet prévoit d'étendre la PMA aux femmes seules, qui est votre cas, et aux femmes lesbiennes. Que pensez-vous de ce projet de loi globalement ? Il vous paraît égalitaire, comme le dit le gouvernement ? Mais tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, ouvrir la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires, c'est simplement donner les mêmes droits à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et c'est simplement voilà, un droit qu'elles ont déjà au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. La France est en retard, mais elle va rattraper son retard. Jean-François Delfraissy, globalement, ce projet de loi que vous avez inspiré vous paraît-il bon, alors qu'il divise, disons-le? Il y a une manifestation prévue le 6 octobre de la manifestation pour tous, qu'on avait beaucoup vu au moment du mariage pour tous. Enfin, c'est d'abord un projet de loi gouvernemental. Hein. Le CCNE a une réflexion, il a animé des états généraux, c'était d'ailleurs prévu dans la loi, pour essayer de construire avec les citoyens une série de questions nouvelles. Et en dehors de l'ouverture de la PMA, il y a des questions nouvelles. Moi, je dis que c'est une loi de confiance et d'ouverture, cette loi. Donc, je suis en effet assez satisfait. Enfin, on verra en fonction des amendements. Parce que les lois de bioéthique précédentes étaient surtout des lois on interdit. Et que la bioéthique moderne, il faut interdire certaines choses. Il y a des lignes rouges à ne pas passer, des choses qui sont difficiles. Lesquelles, ouais. Mais par exemple, pour le CCNE, la grossesse pour autrui, la GPA, qu'on doit bien distinguer, de l'ouverture de l'AMP. Voilà une ligne rouge. D'autres lignes rouges sont sur l'utilisation, la modification du génome chez l'embryon aussi, sur lequel on pourrait construire des embryons complètement génétiquement modifiés. Voilà des lignes rouges. Mais si on veut que ces lignes rouges soient acceptées au niveau des citoyens et de la population, il faut qu'elles soient limitées. Et donc il faut qu'on ouvre aussi et qu'on tienne compte des avancées à la fois scientifiques, pas de toutes, et puis des modifications sociétales qui existent. La société de la France d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ans. Ouais. Olivia Knitel, vous le dites dans ce livre, une fille, quand elle a 15 ans, elle ne rêve pas de faire un bébé avec la PMA. Comment est-ce que vous avez vécu ces épreuves, en sachant que certains critiquent aussi ce texte, pourtant ils sont pour la PMA, en disant qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique, il n'y a pas d'accompagnement administratif
administratif. Vous, comment vous l'avez vécu? C'est vrai que d'abord, moi, j'étais dans un pays où mon désir de grossesse était illégitime. À partir du moment où j'étais une femme célibataire, où je ne rentrais pas dans un cadre social prédéfini, mon désir était illégitime. Donc en France, je me sentais rejetée. Alors qu'en Belgique, j'ai été accueillie à bras ouverts. Effectivement, on ne trouve pas beaucoup de personnel médical et de santé qui vous accueille, qui vous comprend. On est un peu seul dans son parcours. D'ailleurs, moi, j'ai créé une page qui s'appelle PMA et moi sur Facebook et j'ai beaucoup de retours de femmes qui ont lu mon livre et qui me disent merci d'en parler, merci de nous expliquer, merci de témoigner parce qu'on trouve très peu de choses finalement et elles se sentent extrêmement seules parce que oui, c'est une vraie démarche d'entamer ça toute seule. Ce sont des traitements qui sont lourds, c'est très coûteux, c'est difficile et psychologiquement, il faut faire face parce que souvent en plus, il y a des familles, on n'ose pas trop le dire à sa famille, c'est compliqué. Donc vraiment, elles sont courageuses, franchement. Alors, le projet de loi bioéthique, ce n'est pas que la PMA, on va parler d'autres sujets, mais tout de même, Jean-François Delfraissy, il y a aussi une question qui fait débat, c'est la question de la filiation. Dans ce projet de loi, l'enfant, lorsqu'il aura 18 ans, à sa majorité, il aura le droit de demander l'identité du père biologique. Alors là, c'est difficile de comprendre. Certains disent que du coup, les donneurs, la source va se tarir parce qu'ils ne voudront pas qu'on connaisse l'identité. D'autres disent que c'est l'inverse. Vous citiez le Portugal, notamment dans votre livre, où vous dites que si l'identité est connue, justement, il y aura plus de donneurs. On a du mal à y comprendre. C'est pas le problème de la filiation, c'est le problème de l'accès aux origines. La filiation, c'est un aspect juridique qui est autre chose. Là, c'est l'accès aux origines. C'est pour des enfants dont le père, et où il y a eu un donneur biologique, que ça soit éventuellement dans la majorité des AMP, qui sont faites avec des couples hétérosexuels qui, pour des raisons diverses et variées, étaient stériles ou n'aboutissaient pas à un enfant. Donc on fait appel à un donneur extérieur. Le plus souvent, il s'agit d'un donneur masculin, mais il y a aussi des donneuses femmes d'ovocytes. Et jusqu'à maintenant, la loi française, le dogme, c'est un don anonyme et gratuit. Et puis, on a de l'autre côté des jeunes adultes qui maintenant réclament d'avoir accès à un certain nombre de renseignements sur leur origine. Et puis, on a enfin les nouvelles technologies qui permettent, à partir de bases de données, à la fois de bases de données de séquençage génétique ou de big data, d'obtenir, et un certain nombre de jeunes ont pu le faire, et d'obtenir finalement un accès aux origines en dehors de toute loi. Ouais. Et donc, cette loi, elle a pour objectif, en effet, d'ouvrir sur un accès aux origines, et donc, où les donneurs seraient, à partir du moment où cette loi sera officielle et opérationnelle, seraient obligés d'accepter, entre guillemets, quand ils donnent, d'avoir un certain nombre de renseignements les concernant pour les enfants issus de leurs dons. Alors, c'est une modification profonde, et en particulier pour les médecins spécialistes des sécos, c'est-à-dire des structures qui s'occupent de ce type de dons. Ça va se faire. Il y aura probablement ce qui a été observé dans certains pays, comme l'Angleterre ou le Danemark, une baisse initiale. Le Portugal, par contre, a vu au contraire un regain de dons. Ouais. Et il va falloir l'accompagner avec un certain nombre d'informations. Olivia Knittel, est-ce que vous avez un message aux femmes qui commencent à avoir 36 ans? On sait que les ovocytes diminuent, qu'il y a très peu de chances de tomber enceinte à partir de cet âge-là. C'est quoi votre message aujourd'hui dans le contexte de ce projet de loi? D'abord, ce serait de leur conseiller avant 35 ans de préserver leurs ovules par cryogénisation et ensuite, à partir de 35 ans, effectivement, de ne pas trop tarder parce que la fertilité baisse énormément. Donc, après 40 ans, elle passe à 6%. Donc, quand vous savez que vous avez peu de temps, il ne faut pas perdre du temps parce qu'on ne sait jamais combien de temps va prendre un processus de PMA. Il peut prendre 3 mois, comme il peut prendre 3 ans. Donc, il ne faut pas se réveiller à 42 ans en se disant « Oh, tiens, finalement, je voudrais bien un bébé. » Vous appréhendez de raconter ça à vos filles, la manière dont elles sont nées ou pas du tout? Ah, mais pas du tout. Mes filles, elles connaissent exactement tout le processus. Elles ont quel âge? Alors, la grande a 8 ans, elle s'appelle Lila, et la petite a 3 ans. Ouais. Et vous leur expliquez je leur explique normalement du monde? Voilà, je leur explique tout à fait normalement comment ça s'est passé, pourquoi j'ai eu recours à, on l'appelle un monsieur graine, et qui a donné une graine de monsieur. Moi, j'avais ma graine de madame. On a fait une graine de bébé qu'on a mis dans mon ventre et ça a donné... Et vous accepteriez qu'elle demande l'origine du donneur?
Ah mais déjà, moi j'ai un dossier très important sur le donneur, c'est-à-dire que j'ai des renseignements médicaux, mais j'ai des tas d'autres renseignements sur ses goûts, ses hobbies, ses aptitudes, etc. Et elles se construisent avec ça. Ça leur permet de savoir que voilà, leur donneur adore la musique. Et d'ailleurs, je voulais dire que je trouve qu'il y a une très belle initiative qui a été mise en place, enfin initiée en tout cas par l'association Régine et Maman Solo, qui est de créer une plateforme justement de contact entre le donneur et les familles pour pouvoir transmettre ce genre d'informations médicales et non médicales. Alors voilà, pour la PMA, c'est l'un des pans importants bien sûr et sensibles de cette réforme, de ce projet de loi, mais pas seulement. Il est question d'autorisation de l'autoconservation des ovocytes, on en parlait, c'est lié, usage d'intelligence artificielle dans la santé, recherche embryonnaire, don de greffe, dit croisé, je cite comme ça les intitulés. Vous, il y a un point qui vous, allez, on va dire chagrine ou vous heurte un peu, ce sont les tests génétiques en population. C'est quoi? Ce sont ces femmes et ces hommes qui font des recherches pour connaître leurs ancêtres? Oui, on a la possibilité maintenant, à partir de notre DNA, c'est-à-dire ce qui constitue notre patrimoine génétique, de le séquencer. Et le premier séquençage du génome humain, il a eu lieu il y a une quinzaine d'années, c'était 700 personnes et 14 mois de travail. Et maintenant, si je vous prends un bout de salive et que je vais dans un des grands instituts parisiens, vous aurez la réponse de votre séquençage demain en fin d'après-midi. 1 000 $, moins d'un jour, 70 € moins de 1 000 $. On est plutôt autour de quelques centaines de dollars ou d'euros, et on va baisser dans les années qui viennent plutôt autour de dizaines. Donc, actuellement, il y a une série de... La loi en France interdit de se faire séquencer, sauf s'il y a une décision médicale, parce qu'il y a eu une pathologie dans la famille. Mais quel est le problème? Ça tombe dans le commerce et marchandise. La loi interdit, avec probablement aussi la notion peut-être du commerce et de pousser une médecine business, ce qui est vrai. Si on met de l'argent là, on ne le met pas ailleurs. C'est une vraie discussion. Et néanmoins, il y a quand même des publicités sur une chaîne concurrente à la vôtre. Il y avait des publicités jusqu'à peu de temps, le soir, pour avoir justement du séquençage, pour avoir accès aux origines. Or, ça dépasse très largement cet accès aux ancêtres. Mais maintenant, ces grandes compagnies, qui sont en général américaines, indiennes ou israéliennes, fournissent des tas de renseignements sur des données médicales et des gènes possiblement d'intérêt. Donc la question posée, c'est de savoir est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on n'ouvre pas, et la loi pour l'instant n'ouvre pas. Et donc j'ai un tout petit peu peur que la France se trouve en retard par rapport à d'autres pays autour de nous. Alors vous me dites oui ou non, c'est un peu dur de vous la poser comme ça, Jean-François Delfraissy. Ce petit chaton né en Chine par clonage parce que le maître, un jeune Chinois, était traumatisé par la perte de son chat. Ça vous inquiète, oui ou non? Non, ça ne m'inquiète pas. On est dans un domaine animal, c'est des techniques qui sont faisables. Ce qui est inquiétant dans les modifications génomiques, c'est plutôt des outils assez extraordinaires. Ce qui est inquiétant, c'est dès qu'on touche à l'embryon. Et si, en effet, on est capable, avec ces outils-là, de modifier un capital génétique de l'embryon et de le réinjecter. Parce que là, on modifie la descendance et on peut commencer à parler, s'interroger sur le mot de génisme. L'eugénisme, Et c'est là où on est, en effet, avec une ligne rouge, une non-réinjection. C'est strictement interdit par la loi actuelle. Ça sera interdit par la loi future. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy. Merci Olivia Knitel. PMA pour mon amour, j'ai fait un bébé toute seule. C'est au Cherche Midi. Merci à tous les deux.